Bonjour à tous, chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux deux questions qui font l'actualité, la colère des agriculteurs bien sûr, et puis tous ces mensonges qui s'effritent autour de la période du Covid-19. Mais avant toute chose, vous le savez, chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à la partager, à la commenter et évidemment à cliquer sur le petit pouce en l'air qui améliore le référencement. C'est parti, juste après le clin d'œil. Retrouvez le Samedi Politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Et à mes côtés aujourd'hui, Virginie Joron. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée, député européen, donc du Rassemblement national depuis 2019. Vous étiez également conseillère régionale du Grand Est jusqu'en 2021. On va commencer, Virginie Joron, je l'ai dit, avec la crise des agriculteurs. Une colère pas seulement française, puisqu'on l'a vu partir de l'Union européenne, de pays de l'Union européenne, notamment de l'Allemagne. Ce que je vous propose, Virginie Joron, pour commencer, c'est de retrouver tout de suite un jeune agriculteur. Il était sur la manifestation de Berlin. Il était interrogé par notre envoyé spécial Nicolas de Lamberterie. Nous avons peur pour notre avenir. La majorité silencieuse de la population, la majorité de la population est derrière nous. Nous avons tous peur. Le gouvernement méconnaît notre situation. Nous craignons pour notre existence. Nous craignons pour notre avenir. Je pense que le gouvernement commence à avoir peur de nous, les agriculteurs, parce que nous entraînons la masse avec nous. De plus en plus de gens nous rejoignent du fait que nous nous mobilisons assez fortement. Nous entraînons de plus en plus de gens avec nous. Nous sommes la grande masse et la grande masse commence à s'opposer au gouvernement. Je pense qu'ils ont de plus en plus peur de cela. Nous sommes en mesure de bloquer ce pays en l'espace d'une heure, mais nous ne le souhaitons pas car la population civile en souffrirait également et parce que nous avons un fort soutien et nous devons conserver ce soutien, sinon cela nous mènera à notre perte. Il y a aussi d'autres partis que l'AfD qui nous soutiennent, mais notre mouvement ne doit pas être politisé. Nous ne voulons faire la promotion d'aucun parti. Nous sommes toujours indépendants. C'est très important de le dire. En fin de compte, je pense que le chancelier essaie de nous cataloguer comme de droite pour pouvoir dire ils sont mauvais, ils ont tort. Je pense que c'est le plus gros problème. Ils sont de droite, ils sont mauvais. Il s'agit en fait de nous diffamer de la sorte. J'espère bien que nous allons gagner. Nous devons gagner. Nous n'avons pas d'autre choix. Alors, quel regard portez-vous sur ces révoltes d'agriculteurs, notamment celles qui avaient lieu à Berlin, Virginie Joron? Une grande solidarité, puisqu'effectivement, ça fait depuis un moment déjà qu'on voit qu'il y a cette grogne. Ça avait commencé déjà cet été aux Pays-Bas. D'autres pays européens suivent, donc l'Allemagne, la Roumanie, la République tchèque, parce qu'ils subissent effectivement de plein fouet ces mesures européennes et qui leur imposent plus de respect de l'environnement. Et on voit ce décalage entre ces agriculteurs qui veulent sauver leur territoire, qui veulent sauver leur cheptel bovin. Je prends cet exemple parce qu'il y a des mesures dites environnementales qui vont leur imposer de détruire des cheptels bovins. Et en parallèle, on voit que la Commission continue de signer des accords de libre-échange. Dernièrement, le Chili, on a eu le Mercosur qui est de nouveau remis sur la table. Au mois de décembre, c'était Madame von der Leyen elle-même qui était allée signer un accord de libre-échange avec le Kenya. Et donc, on voit qu'il y a ce décalage. D'un côté, on a l'Union européenne qui sous la mise en place de cette nouvelle PAC, avait demandé aux États membres de mettre en place un plan national stratégique pour effectivement sauver les agriculteurs. Mais on voit que finalement, au bout de 5 ans, presque 5 ans, puisque nous sommes à la fin du mandat, on voit que le double discours de cette Union européenne, avec la multiplication de ces accords de libre-échange, finalement, fragilise ce secteur et cette grogne finalement est présente et de plus en plus parce que on voit que les effets de ces mesures vont à l'encontre de ce secteur. Et donc cette semaine, on a eu des représentants de différents syndicats nous apporter en fait leur doléances, parce qu'effectivement nous ne sommes pas très loin des échéances électorales, des doléances que nous connaissons depuis des années. Ce n'est pas nouveau que l'on découvre
que ce secteur est en grande difficulté. On ne va pas rappeler les chiffres, mais c'est dramatique de savoir que 2 suicides par jour de ces agriculteurs et éleveurs en France, des chiffres qui sont conséquents et qui malheureusement continuent à augmenter, et une réponse inadéquate de l'Union européenne et encore moins de la France. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de la PAC, la politique agricole commune. On a le sentiment depuis des années finalement que l'Union européenne délivre des subventions pour les agriculteurs, mais en réalité, on voit très bien aujourd'hui sur les manifestations, les agriculteurs, ce qu'ils réclament, c'est vivre tout simplement de leur pays, pas des subventions qu'on daigne leur jeter en réalité. Oui, puis en plus, c'est souvent des subventions qui sont sous chantage, c'est-à-dire qu'on vous donne des subventions, mais en échange, vous devez renouveler votre tracteur pour être moins polluant, parce qu'en fait, le fléchage, il est sous contrainte de transition écologique. Donc, on a plein d'exemples dans ce sens. Donc, effectivement, en termes notamment d'énergie, on les pousse à changer. Ils le voient. Donc, aujourd'hui, des tracteurs électriques, on voit bien déjà le prix d'une voiture électrique, on n'y arrive pas. Alors, encore pire au sein de l'agriculture. Idem avec, on leur a demandé de changer les modes d'élevage pour le bien-être animal, donc ça a des coûts financiers. Donc des subventions, oui, qui sont de moins en moins conséquentes, et en plus des contraintes environnementales qui finalement ne les favorisent pas, en plus au regard de la concurrence qui arrive sur notre marché. Parce que, comme je vous l'ai dit, des mesures européennes pour les agriculteurs, et en même temps, on ouvre nos frontières à des pays qui ne respectent pas ces mêmes normes. Là, on a eu un accord en Nouvelle-Zélande qui a été encore voté. D'ailleurs, la majorité des partis l'ont voté, que ce soit surtout les macronistes, même les socialistes, qui soutiennent ce type d'accord de libre-échange. Et en fait, on fait venir des cheptels de bovins et ovins sur notre marché, alors qu'on a la même chose. Donc nous, on prône du bon sens, le circuit court, d'abord la production locale, parce que pourquoi faire venir les mêmes produits qui sont à plus de 20 000 kilomètres, ça met 40 jours pour venir dans l'Union européenne, donc il est où là le bénéfice écologique? Et des conditions souvent épouvantables pour les animaux. Donc là, il n'y a pas de bénéfice écologique, donc il n'y a pas une logique finalement qui est, comment dire, utile et vertueuse finalement pour notre alimentation. Donc c'est aussi une perte de nos souverainetés alimentaires. Et puis j'irai plus loin. On a ça, c'est donc encore, j'ai envie de dire, c'est de l'ancienne alimentation, les bovins, ovins, on sait ce que c'est. Mais on a en parallèle une volonté de transition aussi écologique vers des nouveaux modes d'alimentation. On l'a bien vu avec notamment la mise en place de financement pour toutes les start-up qui vont se lancer dans la viande artificielle. L'Italie a été la première à dire non. C'est un sujet qui est sur la table, il n'a pas encore été tranché. Idem avec les insectes. Ils considèrent que ce sont des nouvelles protéines qui doivent inonder notre marché. Pour éviter effectivement, toujours derrière le filigrane de la protection de la nature et de l'environnement et la non-émission de CO2, donc des nouvelles techniques et modalités d'alimentation. Donc là aussi, ça pose une question de tradition, de civilisation, c'est-à-dire on touche à notre mode d'alimentation. Si je résume, quand l'Union européenne aura terminé de tuer les éleveurs de vaches, ils pourront nous proposer de manger de la viande sous serre et des insectes. Exactement. Ça fait partie aussi de ces objectifs dits de développement durable. Je vous rappelle qu'en 2015, ça a été défini à l'ONU. Donc un cahier des charges très précis, c'est l'agenda 2030. Donc on doit effectivement tout changer pour être meilleur. Et donc dans leur énergie de volonté de sauver la planète, il y a effectivement, ils ont considéré, vous avez bien vu, ils le disent dans différentes études, que c'est le bœuf qui pollue, c'est la vache qui pollue, qui a le taux d'émission le plus important. Et donc il faut trouver. Il y a les pets de vache d'ailleurs. Voilà, c'est très important. Des alternatives à cette alimentation. On a bien vu, il y a des études qui maintenant, depuis un moment déjà, sont sur la table en disant que ça c'est cancérigène, le bœuf est cancérigène, la charcuterie cancérigène, que pour un agriculteur de bovins, il pollue plus qu'un autre. Et donc du coup, avec ce constat, la solution pour eux, c'est la viande artificielle, c'est des nouvelles protéines. Et on l'a vu, moi je l'ai vu au Parlement, il y a eu carrément des petits déjeuners où vous avez tous les lobbyistes pro-insectes pour nous vendre en fait
leur bébé, j'ai envie de dire, leur bébé, l'insecte. Et je vous rappelle, Madame von der Leyen a signé des accords avec le Vietnam pour la mise sur le marché du grillon domestique. Donc là aussi, on nous dit qu'on veut sauver la planète, on fait venir de Vietnam des insectes sur le marché européen et en plus sans études, parce que ça c'est une question que j'avais posée à la Commission européenne. Est-ce qu'il y a des études notamment sur les allergies potentielles de cette nouvelle mode d'alimentation? Parce qu'en fait, ils veulent l'intégrer dans l'alimentation humaine, ce qui est nouveau. Et donc, réponse de la Commission. Et ce sera marqué ou ce sera... Alors, c'était la deuxième question. Pardon. Est-ce que c'est marqué? Parce que, pareil, je fais partie de la Commission Marché Intérieur et Protection des consommateurs. Et je me mets à la place du consommateur, parce que j'en suis une aussi, c'est que j'aime bien savoir ce qu'il y a dans les produits, ce qu'on achète. Et donc, j'avais demandé, est-ce que il y aura un étiquetage spécifique? Auquel cas, un logo. Parce que effectivement, sur le paquet de grillon, quoi. Voilà, et qu'on voit bien l'insecte sur le paquet. Ça a été refusé. Par contre, ils disent effectivement, on devra remplir les conditions de l'étiquetage usuel. Donc ça veut dire, pour une personne lambda, quand on va voir toujours très petit, Aketa domesticus, ça va pas nous parler. Donc bonjour. Et en plus, ça c'est pour les produits finaux, mais ça peut être intégré par exemple dans la restauration, et là on n'aura pas d'accès, effectivement, on n'aura pas cette information. Ce qui est pour moi un problème de transparence et de choix du consommateur. Et la réponse de la Commission n'est pas convenable parce qu'elle est censée protéger le marché, censée protéger les consommateurs, et la réponse n'est pas satisfaisante. Alors, on a le sentiment tout de même, avec cette révolte des agriculteurs, qu'il y a un écueil qu'il faudrait éviter, et je l'ai un peu perçu dans votre discours, c'est que ce sont les normes environnementales, dites environnementales, ou la protection de la nature, ou l'écologie, qui finalement a creusé le cercueil de ces agriculteurs. Est-ce que c'est pas un peu facile d'opposer l'un et l'autre ? Tout à fait, surtout qu'on est pour de l'écologie incitative et pas punitive. Bien sûr qu'il faut faire attention et qu'il faut faire en sorte de protéger cette nature. Et la France est quand même le plus de forêts, a un patrimoine important et ça fait partie aussi des valeurs que l'on défend. Mais effectivement, vous avez un courant écologiste, idéaliste et fanatique qui à coups de marteau veut tout changer du jour au lendemain, et en plus j'ai envie de dire des fois c'est pas sérieux. On le verra avec la voiture thermique. Je vous rappelle que c'est les Verts qui ont poussé à l'élimination en 2035 de la mise sur le marché des voitures à moteur thermique. Rien ne prouve aujourd'hui que les voitures thermiques vont sauver la planète. Et puis il y a quand même du pragmatisme aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer en moins de 10 ans tout un parc du jour au lendemain. On n'a pas les structures et surtout, je vois que beaucoup d'études remettent en question finalement la valeur écologique de cette nouvelle mise en place de cette nouvelle mobilité. Notamment avec le recyclage des batteries. Voilà, le recyclage et puis tout ce qui est autour de l'extraction de ces nouvelles matières. Donc je pense qu'effectivement, on est rentré dans un fanatisme écologique qui finalement met à mal le secteur agricole, et ils ont raison de revendiquer aujourd'hui leur problème, parce qu'effectivement en face on est face à un mur et on l'a vu avec la vice-présidence de M. Timmermans qui lors de la prise en compte des dossiers était déconnecté de la réalité. Je prends un autre exemple. J'ai suivi le dossier du packaging, donc c'est-à-dire tout ce qui était emballage et recyclage d'emballage. Rappelez-vous le buzz autour des cagettes et du camembert, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont complètement déconnectés et du coup, ils prennent des mesures dans leur bureau très très clair, très transparent. Et il leur manque cette prise en compte du réel, qu'on ne change pas pour la qualité du produit. En camembert, peut-être ça leur parle pas. Donc, ils avaient mis tout dans le même sac. Et on s'est retrouvé face à effectivement cette problématique où certains secteurs étaient touchés par cette mise en place d'une nouvelle réglementation qui voulait faire fi de traditions, qui étaient là mise en place depuis des années. Et en plus, pour le coup, le bois, je pense que c'est une des matières les plus recyclables. Bien sûr.
Alors, ce que je vous propose, on a vu tout à l'heure un agriculteur allemand qui avait rejoint la manifestation de Berlin. Là, je vous propose qu'on écoute quelques agriculteurs français, bien sûr. Il y a un sacré mal-être chez les paysans aujourd'hui. Alors, apparemment, c'est partout, c'est pas qu'au Pays Basque. On nous impose toujours plus de normes, mais comment faire pour appliquer ces normes et mettre en œuvre toutes ces normes, ça coûte. Et en retour, on n'a pas de bénéfice direct. Donc ça met à mal les trésoreries. Et aujourd'hui, on est tous d'accord de coup, des trésoreries dans le rouge. Je pense que les annonces qui seront faites, ça ne sera pas suffisant. Et donc notre mouvement va se poursuivre dans les semaines qui vont venir jusqu'au salon de l'agriculture. Si ce combat n'aboutit pas à un recentrage vers de l'agriculture familiale, de l'agriculture qui est transmissible et que les mesures ne sont pas prises dans ce sens, alors demain nous irons vers une agriculture industrialisée, financiarisée. Et ce n'est pas le combat de la coordination rurale. Alors ça, c'est très intéressant ce que dit cette dame, parce que finalement, pour elle, il faut couper avec cette forme d'ultralibéralisme et d'agriculture qui est devenue un produit financier presque. Elle a parfaitement raison. On les a reçus cette semaine au Parlement. Effectivement, elle rejoint en fait la position que nous avons toujours eue. C'est effectivement protéger les agriculteurs sous le mode de la tradition familiale. On le voit bien que ça fait des années que la plupart des subventions ont été captées par des grands groupes. On rappelle effectivement à un moment donné la bêtise où c'était par hectare, et on avait bien vu que la reine d'Angleterre avait bénéficié de plus de 800 000 euros à l'époque. Donc il y a un décalage effectivement entre ces décisions de l'Union européenne et après le concret. Et effectivement, avec toutes ces mesures qui sont mises en place sous prétexte de protection de l'environnement, avec des charges financières, comme je l'ai dit, l'exemple du packaging, où ils sont contraints effectivement maintenant à mettre en place ces nouvelles modalités, qui a un coût au final auprès du producteur et de l'éleveur, et qui finalement n'arrive pas à s'en sortir. On est dans un cercle qui n'est pas vertueux pour le coup, et avec effectivement derrière un décalage entre l'industrie qui arrive effectivement à tirer leur épingle du jeu, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être ça la finalité. Plus besoin de cette agriculture paysanne pour mettre en place une agriculture industrielle où pour le coup il y aura plus besoin il y aura plus de problèmes puisqu'ils n'iront pas eux manifester. Pour le coup, ça sera pas très écolo. Mais eux, ils vont, ça dépend, parce qu'ils auront plus de moyens pour eux répondre à ces mesures environnementales. C'est toujours une question d'argent. Quand on voit la ferme des 1000 vaches, par exemple, on n'a pas l'impression que c'est un idéal de transition écologique. D'ailleurs, heureusement, ça n'a pas vu le jour. Mais sur le principe, effectivement, ça n'a pas vu le jour en France, mais il y a plein. Mais grâce aussi aux citoyens. Parce que derrière, ils avaient le soutien des collectivités locales et même de l'État. Ça n'a pas pris jour parce que les collectifs citoyens se sont battus jusqu'au bout pour que ça ne voit pas le jour. Donc là aussi, c'était une mesure qui était complètement anachronique par rapport en plus à la demande. On voit bien que le prix d'achat de la viande est toujours à la hausse, que le pouvoir d'achat n'est pas adéquat, et du coup, ils se sont rendus compte aussi que le problème financier était aussi présent parce qu'il n'y aurait pas eu de consommateurs pour ces produits. Comment regardez-vous le rôle des syndicats? Parce qu'on peut obligatoirement penser aux manifestations et à la colère des Gilets jaunes d'il y a quelques années. On sait que c'était finalement des groupes qui étaient avec certains porte-paroles, mais qui étaient non organisés. C'est d'ailleurs ce qui a rendu les choses très difficiles pour le pouvoir en place. Là, on a le sentiment que c'est un peu pareil. Les syndicats tentent de prendre la parole, mais on ne peut pas dire qu'il y a un syndicat qui prend la tête de la colère. Comment regardez-vous ça? C'est pas plus mal. Je pense que là, c'est une manifestation citoyenne à la base, avec un secteur mis plus en avant parce qu'ils sont vraiment impactés directement. J'ai entendu dire que certains autres syndicats allaient les rejoindre. Voilà, en tout cas, c'est pas des syndicats, mais d'autres secteurs de métiers comme les routiers, parce que ça touche, ces normes les ont touchés directement. Mais j'ai envie de dire. Oui, il faut qu'il y ait le plus de monde dehors par rapport à cette question parce qu'ils se sentent touchés. Après, que ça soit plus un syndicat ou un autre, je ne sais pas si ça aura un bénéfice pour leur cause. Ce qui compte, c'est que le message soit entendu par les responsables politiques.
On a le sentiment aussi que le gouvernement est un peu inquiet, ne sait pas trop comment répondre à ce nouveau type de manifestation, puisque finalement les agriculteurs bénéficient quand même d'une popularité importante dans la population. Les sondages sont très bons, sont très positifs. Ils sont avec les agriculteurs, je crois plus de 94% les soutiennent. Donc effectivement, comme on voit bien que ce gouvernement a comme boussole les sondages, est prudent sur la question. Et puis encore une fois, on est à l'aube de nouvelles élections qui sont cruciales. Vous avez vu en 5 ans ce qui s'est passé. Donc dans les 5 prochaines années, le rouleau compresseur qu'on va continuer. J'ai envie de dire, si on n'est pas là pour le stopper. Donc ils ont bien compris que l'échéance n'était pas bonne pour eux. Donc dans ce contexte, ils préfèrent pour l'instant se mettre en retrait. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont donner la solution à ces revendicateurs et les autres secteurs qui sont aussi touchés, puisque je vous l'ai dit, les routiers vont a priori les rejoindre et sans taxis doute aussi, les taxis. Donc le contexte effectivement n'est pas favorable pour le gouvernement, mais bon, c'est aussi leur bilan. Alors on a vu évidemment que parmi les mobilisations, il y avait des blocages d'autoroutes. Cela crée bien entendu des problèmes de circulation, des problèmes d'acheminement de marchandises. Quand on est responsable politique, quel regard porte-t-on là-dessus? Est-ce qu'il faut accepter les dommages collatéraux, j'allais dire? Est-ce qu'il faut bloquer le pays pour mettre la pression un bon coup et mettre un coup de pied dans la fourmilière, j'allais dire? De toute façon, on est pour la liberté de manifester. C'est un droit qui fait partie de notre mode de vie. Mais manifester, c'est pas toujours bloquer les autres. Après, c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Manifester, bloquer, effectivement, ça fait partie un petit peu des revendications pour obtenir des réponses. C'est sûr que nous, en politique, moi je préfère l'hémicycle, je préfère le débat politique et ça c'est mon rôle. Après, les citoyens, ils ont peut-être pas trouvé, c'est aussi la difficulté aujourd'hui d'avoir obtenu réponse à leurs demandes et donc effectivement ils investissent les rues. Mais c'est un problème, c'est la conséquence effectivement de ce gouvernement. Donc on peut pas leur reprocher finalement d'être dans la rue et peut-être avoir des déviances de ce type, mais parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est le résultat de ces gouvernements, c'est le résultat de leur politique. S'ils avaient entendu plus en amont, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette manifestation aujourd'hui. On l'a bien vu, ils sont sourds à toute demande. On l'a vu même quand on joue le jeu de la démocratie en étant élu au Parlement de l'Assemblée nationale. Je vois mes collègues, à chaque difficulté ou à chaque dossier un peu important, ils brandissent le 49-3. Et maintenant, ils brandissent le Conseil constitutionnel voilà, après. Exactement. Donc à un moment donné, on a ce résultat. Et c'est la conséquence de cette politique que moi aussi je vois au sein du Parlement européen. On nous vend la démocratie, on nous vend cette belle valeur. Mais ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, à nous élus du Rassemblement national, dans l'accès au dossier, à certains rapports, ils veulent pas nous les soumettre, donc à chaque fois on n'obtient pas de rapport, donc après on nous reproche de pas avoir de rapport, mais ils nous empêchent de les avoir, même si à chaque fois on demande les rapports. Moi j'ai eu quelques rapports. Parce qu'effectivement, dans des moments, de faiblesse, comme on n'arrête pas à chaque fois de se battre pour un dossier, on nous les donne. Pour les amendements, c'est pareil. Donc, en fait, c'est aussi la conséquence d'un dénigrement de la représentation et de la démocratie. Alors c'est un peu ce que j'allais vous dire. Vous me dites, moi, je suis plutôt favorable à la démocratie, dans l'hémicycle, aux discussions, aux débats. Oui, à la voie de la démocratie. Mais tout ça, c'est très bien quand ça fonctionne. Ouais, on a le sentiment, vous expliquiez tout à l'heure que Ursula von der Leyen allait voyager à l'autre bout du monde pour conclure des traités de libre-échange. Finalement, à quoi ça sert d'être député? Ça sert à donner de l'information. Parce que je trouve que le travail qui est fait au Parlement, les textes qui sont pris, ne sont pas assez médiatisés. Et c'est vrai, là pour le coup, avec ces deux crises, que ce soit avec le Covid et en Ukraine, je pense que les gens ont encore pris mieux conscience du pouvoir énorme qu'avait la Commission et Madame von der Leyen. Aujourd'hui, tout le monde connaît Madame von der Leyen. Aujourd'hui, tout le monde l'adore. Je ne le pense pas, malgré le fait qu'elle a envie de repartir pour un second mandat. Donc l'utilité, c'est que finalement, mon rôle, c'est aussi d'informer
de dire que le permis de conduire, votre permis de conduire, aujourd'hui, il est discuté à la Commission. Et aujourd'hui, par exemple, l'exemple des Verts veulent vous délivrer le permis sous condition. Alors au début, c'était 20 ans, eux voulaient 20 ans, la Commission 10 ans, maintenant c'est 15 ans. Et donc ce travail est important parce que, comme le vôtre, l'information, la réinformation, c'est ce qui permet finalement aux électeurs, à nos concitoyens, à nos compatriotes, de faire des choix et de prendre des décisions aussi pour leur quotidien. Donc déjà, je trouve, voilà, ça c'est une première mission qui est quand même importante. Et puis la deuxième, c'est aussi de faire notre travail d'opposition quand on estime qu'il y a des dérives, notamment en matière de conflits, de suspicion de conflits d'intérêts. Moi, je prends le cas des contrats Pfizer. Notre rôle, c'est aussi de poser des questions à la Commission quand on n'obtient pas des réponses en commission. Commission active, hein. Quand je parle commission européenne, on a le droit de poser des commissions, ils doivent nous répondre. Et après en commission, par exemple, commission Covid dans laquelle je siégeais, pas d'experts différents. Je voulais que M. Perron soit dans cette commission, il n'a pas pu être présent. Et donc, quand on n'obtient pas ce type de réponse en commission normale, Covid ou autre, on fait des questions écrites. Et ces questions, en fait, après, elles sont matérialisées et elles sont utiles pour des avocats, utiles pour d'autres élus, notamment au Sénat, qui peuvent après récupérer pour mettre en place des commissions d'enquête. Donc il y a plusieurs utilités, j'ai envie de dire, pour ce mandat et surtout notre rôle, de faire entendre notre voix, même si il l'ignore, mais je vois que ça prend, certains amendements sont repris par d'autres partis, nos idées, hein, vous l'avez bien vu, hein, c'est pas souvent, il y a plusieurs exemples pour nous démontrer que nos idées sont reprises par nos opposants. Donc oui, c'est important pour moi, la transmission d'informations, comme je l'ai dit, pour pouvoir prendre après les meilleures décisions. Et on le voit, on a quand même un peu gêné la Commission. Alors on va le voir justement, parce que vous avez déjà fait la transition. On va s'attaquer au deuxième grand dossier de cette émission. C'est évidemment le dossier sur le Covid-19. C'est un sujet sur lequel vous êtes beaucoup intervenu au Parlement européen. Jeudi, une étude a officiellement fait le lien entre la vaccination contre le Covid-19 et les troubles menstruels, quelque chose qui avait été nié à plusieurs reprises par les politiques français, mais aussi par de très nombreux scientifiques et médecins qu'on a vu défiler sur les plateaux télé. J'imagine que vous n'êtes pas surprise ? Non, mais c'est un peu tard. Mais c'est vrai que, pour le coup, moi, j'avais pris le dossier dès le départ, suite au discours d'Emmanuel Macron le 12 juillet 2021, qui a été pour moi un choc. Et c'est à partir de ce moment que je me suis lancée dans ce dossier, parce que je trouvais que ça allait un peu trop loin et qu'il y avait un manque de clarification de la part de la Commission pour la mise en place de cette stratégie vaccinale. Et dès le départ, quand on a pris ce dossier en main, on a vu un problème au niveau des contrats, manque de transparence, et non prise en charge par l'EMA, qui est donc l'agence médicale européenne, qui a donné l'autorisation de la mise sur le marché, sur les effets secondaires. Parce que tout de suite, on a vu, suite à la première stratégie vaccinale, qu'il y avait des problèmes d'effets secondaires, et c'était répertorié par des sources quand même officielles, l'ANSM pour la France et l'EMA au niveau européen. Et déjà, il y avait des problèmes de troubles menstruels. Et c'est à cette occasion que j'ai été mise en relation avec le collectif Où est mon cycle. Et je les avais tout de suite invités au Parlement européen pour qu'on discute de ce sujet. Bien sûr. Et elles représentaient déjà à l'époque pas mal de victimes qui subissaient effectivement qui avaient des effets secondaires liés à la vaccination. Et sur ce point précis, je me rappelle qu'à l'époque, c'était M. Véran qui était ministre de la Santé et qui s'était presque moqué de ces victimes. Et ça a pris du temps. Mais pourquoi ? Parce que derrière, il y avait cette volonté de ne pas faire peur pour la mise en place de cette stratégie vaccinale, de parler de ce sujet, alors qu'on voyait, nous, qu'il y avait tous les mois une remontée de ces problèmes d'effets secondaires. Mais on prend les troubles menstruels, mais il y en a plein d'autres. La myocardite, la péricardite, les thromboses. Et fur et à mesure que le temps a passé, on a même eu des réponses de la Commission qui nous ont bien écrit noir sur blanc. C'est aussi important, encore une fois, pour l'utilité pour les avocats, qui pourront s'en servir, où on a bien une déclaration même de Madame Kyriakides, commissaire à la santé, qui nous a dit oui, effectivement, on a bien constaté des cas d'issue fatale de thrombose liés à la vaccination. Donc, petit à petit, on commence à avoir
des réponses concernant les effets secondaires où ils admettent, ou même Pfizer a cet été a de nouveau remis, a réactualisé sa notice d'information, je crois que j'en avais parlé, c'est à peu près 500 pages, et vous avez effectivement tout un classement des effets secondaires. C'est très intéressant parce qu'à chaque fois, il est mis bien en gras qu'en fait, il manque d'études. Et que les études sur lesquelles ils se basent en 2023, c'est celles de 2021. Ils n'ont pas fait de nouvelles études. Notamment pour tout ce qui est autour des femmes enceintes, il n'y a pas d'études. Ils le disent. Ou ils ont fait sur des souris. Ils sont restés là-dessus depuis 2021. Il n'y a pas de réactualisation alors qu'il y a quand même depuis 3 ans sur le marché ces vaccins. Donc ce document est très intéressant. D'ailleurs, je l'ai publié. Pour le coup, là aussi, pour que les avocats puissent monter leur dossier, parce que je sais que j'avais été sur place voir une manifestation de collectifs de victimes, et on avait échangé sur ce sujet, parce qu'effectivement, ils se retrouvent en tant que victimes, directes ou indirectes, devant un mur où, effectivement, difficulté pour eux de faire reconnaître par le médecin ou des experts leurs effets secondaires. Derrière, des experts qu'ils ont souvent nommés par la justice, qui sont souvent en conflit d'intérêts. Et donc, il y a une grosse bataille pour mener. Et donc, moi, mon but aussi, c'est de leur donner tous les outils pour pouvoir mener à bien leurs affaires juridiques. Si on revient très rapidement sur la question des troubles menstruels, en plus vous expliquez que Olivier Véran s'était finalement moqué un peu de ses victimes. Mais ce qu'il faut bien comprendre en plus, c'est que les troubles menstruels, c'est pas simplement un dérèglement des règles, ça peut avoir des lourdes conséquences sur la fertilité. Et c'est assez amusant, entre guillemets, amusant bien sûr, de voir Emmanuel Macron faire une conférence de presse et s'attarder sur le problème de fertilité des Français. Et effectivement, hier j'ai échangé d'ailleurs avec Mélodie du collectif Où est mon cycle, parce que comme ça fait plus de 2 ans qu'on n'est pas revenu au Parlement, je pensais la faire revenir pour qu'on fasse un point, un bilan, où on en est. Parce que j'ai vu effectivement l'article du Parisien, mais au final, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ils disent rien de nouveau. Bien sûr. En revanche, il faudrait ouvrir la porte vers une étude. Ils mettent juste le label, c'est plus complotiste de le dire. Voilà. Et encore, ils ont du mal à le dire. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, et surtout eux, puisque c'est eux les sachants, évidemment. Voilà, on a constaté qu'il y a des problèmes au bout de 3 ans de lien entre le vaccin et les troubles menstruels. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas là pousser des études? Et c'était une des questions que j'ai posées à l'agence du médicament, puisque c'est elle qui a autorisé la mise sur le marché de ces vaccins. Est-ce que du coup on a ces chiffres? Est-ce que maintenant on ne peut pas demander au laboratoire de faire des études sur des problèmes de fertilité? C'est quand même un point important. On voit maintenant, on a quand même 3 ans de recul, une augmentation des effets de troubles menstruels, mais effectivement, ça veut tout et rien dire. Bah, bien sûr. Et je me souviens qu'il y avait eu une interrogation à ce sujet au professeur Cyril Cohen, et qui avait dit, il avait été honnête, il avait dit qu'il ne savait pas les conséquences à court, à moyen et long terme. J'ai envie de dire, d'accord, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a des chiffres, maintenant qu'on sait qu'il y a un lien, il faut aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument, pour la prévention future, parce que les stratégies vaccinales ne sont pas terminées. On va en reparler. On va en reparler. Donc du coup, je pense que c'est un vrai sujet à mettre aussi sur la table. Il y a aussi d'autres problèmes d'aujourd'hui, des problèmes de fertilité. On va dire, il y a d'autres paramètres. Comme le problème du pouvoir d'achat, donc la non-envie de créer un couple et de se mettre et d'enrichir, enfin en tout cas d'avoir plus d'enfants. Donc il y a ce problème effectivement matériel, mais aussi derrière de santé, et malheureusement avec ce gouvernement qui vient à peine de nommer une ministre concernant la question de santé, on voit bien que ça a été dilué. C'est-à-dire que un nouveau gouvernement avec un bout de programme de santé dans un autre ministère où on parle de travail et de solidarité. Donc, alors que ce dossier devrait être sur la table. Ce que je vous propose, Virginie Joron, c'est de faire une micro-pause en regardant une sorte de best-of des catastrophes politiques pendant le Covid-19. Quasiment 96% aussi des Français qui ont contracté le variant Delta avec des symptômes qui n'étaient pas vaccinés. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. La vaccination est ouverte à tous. Je rappelle qu'une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital, en soins critiques. Des milliards d'individus sur la planète ont déjà eu le vaccin et que nous avons maintenant déjà un certain recul. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement.
le vaccin 100% efficace contre le confinement. AstraZeneca est un vaccin qui est très efficace, et qui est sûr. Il y a des dizaines de milliers de Français qui se font vacciner en moyenne par jour avec AstraZeneca, ils ont raison de le faire. Sur AstraZeneca, moi je pense que je vais avoir un message clair. Tous les vaccins qui sont aujourd'hui proposés à notre population, ce sont des vaccins qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité européenne du médicament, qui ensuite ont été revus par la Haute Autorité de Santé, qui a donné donc des préconisations très précises. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui suit ainsi d'ailleurs les recommandations qui ont été formulées hier soir par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois qu'un effet indésirable grave est déclaré. Je vous ai dit que le vaccin était efficace et je vous ai dit que l'objectif n'était pas de réduire les contaminations parce que le variant est trop contagieux. L'objectif est de limiter les risques de formes graves de saturation des hôpitaux. Et on a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller. Alors on oublie, mais c'est important de le revoir quand même, parce que là c'est vraiment que des déclarations absolument surréalistes. 11 fois moins de chances ça sort du chapeau. Le dernier ministre de la Santé, éphémère fort heureusement, qui nous explique qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire. Enfin, on va le dire franchement, c'est un crachat dans l'œil des victimes, quoi. Tout à fait, ça vieillit mal quand même quand on réécoute ça. C'est terrible. C'est terrible quand on recoupe ça. C'est pour ça qu'il faut le faire. C'est très bien parce qu'on l'oublie, certains même ne veulent pas le voir, mais c'est bien de le remettre. Parce que quand on a commencé à ouvrir ce dossier et qu'on a mis en avant, moi j'étais une des premières à parler des effets secondaires en déposant des résolutions, en demandant la mise en place d'un fonds européen pour les victimes, parce que là aussi, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que dans la négociation de la mise en place de ces contrats par Mme von der Leyen et les laboratoires, on a, irresponsabilisé les laboratoires en cas d'effets secondaires. Donc maintenant, plus personne ne peut nier l'évidence qu'il y a des effets secondaires, plus ou moins graves, et qu'il faut maintenant la réparation de certaines de ces victimes, pour ces victimes. Et on va se rendre compte que cette charge financière future, puisque ça va être difficile pour eux de monter des dossiers, mais j'espère qu'effectivement la justice sera présente et à côté d'eux, on voit que ce ne seront pas les laboratoires qui vont être sanctionnés, ce ne sont pas les laboratoires qui vont payer, c'est encore l'État français pour le coup. Donc les contribuables. Exactement. Et en parallèle, on voit qu'il y a une continuité dans la commande publique de vaccins. Cette semaine, on a appris, et j'ai posé la question à la Cour des comptes européenne, on a tous vu et on a tous compris que la 5e dose était un flop, malgré effectivement quelques communications autour de Noël sur la reprise du Covid. On voit qu'on a moins de 5% pour la 5e dose en France, donc pas du tout d'élan sur... Heureusement que vous venez, parce que je ne suis pas sûre que je savais qu'on en était à la 5e. On a la 5e, il y a moins de 5% qui ont fait cette 5e dose. On voit qu'il y a plus de demande, il n'y a plus de besoin, j'ai envie de dire aussi, puisque c'est pas la priorité aujourd'hui. On n'est plus en état pandémique aussi, j'ai envie de le rappeler, puisque l'OMS a levé cette urgence pandémique. Et on voit qu'il y a des stocks de vaccins. La France est, pour rappel, la première à avoir commandé le plus de vaccins en Europe, 260 millions de doses. Emmanuel Macron est prévoyant. Très prévoyant. Il est très généreux avec les laboratoires. On a 100 millions de doses, on ne sait pas où elles sont. Et en parallèle, on a certains États membres qui ne veulent plus être dans cette stratégie de commander, puisqu'en fait, on est quand même engagé. Madame von der Leyen nous a engagés jusqu'en minimum 2026 pour continuer à commander des vaccins. Et la Hongrie, la Pologne veut sortir de cette cercle non vertueux et se fait maintenant attaquer par Pfizer, puisque aujourd'hui, tout le monde a des stocks de vaccins à jeter. Et en parallèle, cette semaine, on apprend qu'il y a un nouveau contrat qui sort du chapeau, un nouvel appel d'offres pour les laboratoires, notamment le laboratoire Moderna, pour 146 millions de doses.
avec, on voit bien, déjà des candidats potentiels pour l'achat de vaccins. La France en fait partie. Il y a quelques États qui pour l'instant, ne répondent pas à cette demande, comme l'Italie, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, pour le coup. Elle ne veut pas rentrer dans cette future négociation. Et on est toujours sur la vaccination contre le Covid. Tout à fait. Alors, voilà. Alors, je ne sais plus à quel variant on est, par contre. Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'on a le sentiment qu'on commande des doses, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, exactement. Et ça, est-ce que c'est la souche de Wuhan, c'est-à-dire du tout début, la souche chinoise? Est-ce que c'est Omicron, comme le disait tout à l'heure Olivier Véran? En fait, on ne sait pas. Là, il n'y a plus de transparence au sujet de cette notion. Ce qui pose question, parce que, en fait, c'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc. Et là, dans cet appel d'offres, on voit bien, en plus, encore une fois, on ne connaît pas le prix de la dose. Alors, j'ai envie de dire, on est là, on est en train aujourd'hui de jeter des doses Pfizer, pour le coup, puisque c'est eux qui avaient remporté le plus gros marché. Je rappelle, c'est au total 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses. Qu'aujourd'hui Ça fait combien, 4,6 milliards de doses à Ça fait à peu près 10 doses par citoyen européen. Ah, on n'est qu'à mi-course alors. On n'est qu'à mi-course. Bon, mais entre-temps, on va les jeter. Et non, mais ce qui était terrible, c'était de voir qu'en commission Covid, donc j'ai siégé pendant cette commission pendant 1 an et demi, dans une réunion à huis clos, c'est-à-dire huis clos, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit d'avoir de stylo, pas le droit de papier, pas le droit d'avoir le téléphone, on a dû signer une déclaration comme quoi on n'allait pas parler de cette réunion, pour défendre les intérêts de Pfizer, pour le coup. Et en fait, on avait appris à cette occasion que Pfizer négociait des doses de prix annulés. Enfin, des prix de doses annulés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 € à peu près à la dose, eh ben, j'annule la dose à 10 €. D'accord. Voilà, c'était ça qui était en cours. Et ils étaient contents, la commission, d'avoir négocié un non-vaccin. Voilà. Ok. Il y a un concept. Hein. Ah, non, c'est un concept, mais c'est un concept qui est terrible, avec c'est pile tu payes et face tu payes. Voilà, mais un peu moins, on te fait un prix. Non, mais c'est merveilleux. Et quand on voit ça, on se dit, encore une fois, le décalage entre ces gens qui prennent des décisions en vous faisant croire qu'ils ont sauvé la planète, parce que c'est quand même le discours qu'a eu Emmanuel Macron très récemment en disant que c'était l'Europe des vaccins. Moi, j'ai pas envie de dire, c'est pas l'Europe des vaccins, c'est l'Europe des labos, c'est l'Europe des big pharma. Et là, on le voit avec ce dernier dossier là, où on continue à commander des doses pour finalement, j'ai envie de dire, les jeter. En tout cas, les jeter pas n'importe où. En tout cas, ça profite encore à certains. Donc, on est dans cette spirale infernale d'achat de vaccins, en plus en toute opacité en plus convenue, puisque, je ne sais pas si on va en parler, mais on a toujours cette problématique en tant qu'élu, normalement, et ça aussi fait partie de nos missions, on doit contrôler le budget de la commission, on doit contrôler l'octroi des deniers publics, ça fait partie de nos missions, c'est pour ça qu'on vote les budgets au Parlement en plénière, et c'est notre rôle. Et là, pour le coup, pour des contrats pharaoniques, on n'a pas le prix de la dose, on n'a pas accès aux clauses, on n'a pas accès en audition au PDG de Pfizer, M. Bourla, qui a refusé de venir nous voir. On n'a pas accès à des échanges par SMS. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Alors, justement, à ce sujet, Virginie Joron, vous avez beaucoup travaillé avec une collègue députée européen que TV Liberté a eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises, député européen Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, qui nous a quittés en novembre dernier. Je crois que vous avez beaucoup travaillé avec elle. Elle a fait un travail remarquable à vos côtés. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu un choc ce jour-là. J'allais en commission. Quand j'ai appris ça, le ciel m'est tombé sur la tête. Je ne m'attendais pas. C'était vraiment très brutal. Et j'admirais Michèle. Je ne la connaissais pas avant d'arriver au Parlement. Et j'aimais son travail. J'aimais la façon d'aborder les choses. Et elle était, pour le coup, pas... Alors, on se complétait, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, sur certaines positions, on n'était pas d'accord, mais voilà, le dossier du Covid, le dossier des contrats, on avait le même objectif, c'était qu'il fallait qu'il soit transparent, il fallait qu'il nous donne tous les outils pour pouvoir après donner ces éléments à nos concitoyens. Et vraiment, j'admirais son travail, j'admirais cette personne en fait, parce qu'elle était humaine, parce qu'elle était à l'écoute. Pas sectaire. Pas sectaire. Ce qui, dans son camp, n'était pas forcément très fréquent. Parce que ce dossier,
dépasse les étiquettes, à dépasser les jeux politiques. On touche la santé, on touche l'humain, on touche nos valeurs de la liberté, de savoir c'est pour moi des valeurs fondamentales. Et c'est vrai qu'on s'est complété, on travaillait pas forcément ensemble, mais en off, on discutait et on se complétait lors des auditions. Elle attaquait sur un dossier parce que, faut le rappeler, la démocratie au Parlement européen, c'est limité en temps de parole. Donc, on essayait de se compléter. C'est-à-dire qu'elle posait une question sur un sujet et moi ou elle, on complétait pour avoir d'autres éléments sur le même sujet, mais d'une manière différente. Ouais, donc, comment on travaillait et c'est vrai que c'est une grande perte pour nous tous aussi. Je vous propose qu'on l'écoute lors d'une de ses dernières interventions. C'était justement sur les fameux SMS d'Ursula von der Leyen. Je voudrais revenir sur un scandale qui m'a beaucoup choqué au niveau de la Commission européenne. C'est le scandale des SMS Gate. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans et demi qu'il y a eu ce scandale en pleine pandémie Covid. Tout a commencé quand le New York Times a révélé au mois d'avril 2021 que la présidente de la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs et négocié le plus gros contrat de 1,8 milliard de doses pour 35 milliards d'euros et que avec directement le PDG de Pfizer. Ok. Mais les députés européennes demandent des comptes. On a demandé que notre présidente vienne s'expliquer devant la commission Covid, qu'elle vienne s'expliquer devant le Parlement européen, qu'elle vienne s'expliquer devant la conférence des présidents qui réunit tous les groupes politiques. Eh ben non, elle ne vient pas. Et pourtant, on a des institutions européennes, comme la médiatrice, qui a reconnu qu'il y avait une mauvaise administration au niveau de la Commission, et la Cour des comptes qui a reconnu qu'elle a fonctionné en solo. Alors moi je dis à la présidente de la Commission que c'est une faute politique très grave ce qu'elle est en train de faire et qu'elle détruit la confiance des citoyens européens vis-à-vis des institutions européennes. Merci. Bon, je crois que depuis rien n'a changé. Vous n'avez pas eu de nouvelles d'Ursula von der Leyen. Sur ce sujet, encore moins. Non, mais effectivement, cette intervention que nous avons répétée pendant 2 ans et demi, on a eu l'occasion de le faire lors de la commission Covid. Effectivement, là, toutes les portes se sont fermées. Je vais vous donner une anecdote. Puisque M. Bourla n'était pas venu 2 fois en audition, on nous avait envoyé la fameuse Janice Small qui s'était un peu pris les pieds dans le tapis parce qu'elle nous avait fait la révélation comme quoi, finalement, le vaccin n'avait pas été testé, notamment pour lutter contre la propagation, la contamination du virus. Et comment dire. Et du coup, quand on demande à la présidente de la commission Covid de suspendre les badges Pfizer, parce que ce sont des lobbyistes, ils ont accès quand ils veulent au Parlement et aux députés pour faire du lobbying. Et je vous donnerai 2-3 exemples qui est quand même assez grave. Donc on a demandé à lever des badges. Je veux dire, on peut pas. Ils viennent pas quand ils veulent, j'ai envie de dire. Ils nous disent non à une audition. Et après, ils viennent quand ils veulent voir des députés pour vendre leurs produits, leurs médicaments, leur nouvelle réglementation à mettre en œuvre. Je veux dire, donc on avait fait cette demande et on avait fait un vote. Et effectivement, les seuls qui ne voulaient pas suivre cette demande de lever des badges, c'était effectivement les députés Renew, donc de Macron, qui ne souhaitaient pas la levée des badges. Alors au départ, comme ils étaient en minorité, ça devait être mis en place. Mais comme après, vous savez bien, la démocratie n'est pas respectée, il y a eu des réunions off pour dire, on va pas demander à lever les badges, on va demander l'audition de Mme von der Leyen en conférence des présidents. Alors c'est un micmac entre eux, et du coup, en conférence des présidences, là, il y a eu unanimité pour pas faire venir finalement Mme von der Leyen en audition. Donc voilà un petit peu ce qui s'est tramé, mais ce qui est important aussi, et c'est un vrai sujet, c'est le lobbying actif de certains laboratoires, pour le coup, puisqu'on parle de Pfizer, qui ont leur entrée au Parlement européen. Et la semaine dernière, il y a eu une réunion avec une assemblée de députés qui sont triés par voie d'association. Ils ont mis en place une association et puis après, ils les font rentrer au Parlement. Et donc, dans cette réunion, vous aviez BioNTech, un représentant de BioNTech et de Moderna,
qui sont venus un petit peu alerter les députés sur une nouvelle législation les concernant en disant, voilà, en gros, je vous la fais courte, il faudrait que vous enleviez la notion de thérapie génique autour du vaccin parce que ça fait peur aux gens. Donc ça, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire que ce pouvoir qu'ils ont met à mal finalement le respect de notre mandat. Alors certains ne vont pas écouter les directives de ces lobbies, mais qui va nous prouver finalement? Parce que là, effectivement, c'était une réunion en off, mais les messages étaient clairs de leur part. Et puis quand vous voyez effectivement, encore une fois, Moderna, une représentante de Moderna qui vient dans cette réunion, et puis que quelques temps après, on voit qu'il décroche un contrat, ça pose question. Est-ce que aujourd'hui, vous espérez avoir des vérités un jour sur toutes ces affaires? Ça va prendre du temps, mais bien sûr, ça, petit à petit, on avance. La médiatrice a fait un travail remarquable et je l'ai salué. C'est sans doute son dernier mandat, mais toutes les recommandations, elles sont écrites noir sur blanc. Et ça va être utile pour d'autres qui vont reprendre le flambeau. Et ça va être aussi un moyen aussi politique pour les prochaines échéances. Comme tout se sait à un moment donné. Donc on est en train de le voir avec l'histoire des effets secondaires. Ça a pris du temps. Rappelez-vous au début, dès qu'on parlait d'effets secondaires, on nous prenait pour des fous. Puis là, petit à petit, Pfizer est quand même mis devant le fait accompli. Donc il est obligé de mettre finalement ces nouveaux cas directs d'effets secondaires dans leur notice. Vous dites on nous prenait pour des fous, pour des complotistes, mais on nous faisait taire aussi parce que la censure a été très 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 active sur ce dossier. Toujours, elle est toujours très active. Vous voyez bien que comment dire, il y a la chasse aux sorcières et continue. Regardez, le professeur Raoul, il en fait toujours les frais. Professeur Perron, pareil. Donc, si vous voulez, on est encore dans cette énergie négative contre ceux qui auraient un discours différent du narratif qu'il y a eu et qui est encore aujourd'hui. Puisque, comme je vous l'ai dit, la stratégie vaccinale persiste. Puisqu'on a cette commande, là on est en 2024, et donc cette commande va jusqu'en 2028. Donc effectivement, on est dans toujours cette volonté de mettre en place cette stratégie vaccinale Covid-19, avec effectivement en parallèle la mise en place d'outils pour qu'ils disent lutter contre la désinformation. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Bien sûr. Mais on l'a bien vu la semaine dernière, tout ce petit monde, Emmanuel Macron, le binôme gagnant, j'ai envie de dire, ou pas, Van der Leyen et Emmanuel Macron, ils étaient à Davos pour annoncer la donne de cette année. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont bien compris que grâce à ce travail d'information et de réinformation a permis finalement à certains de s'opposer à cette politique. Et finalement, peut-être, je ne sais pas, la 5e dose ou l'échec de cette 5e dose a permis d'en arriver là. Et donc, ils ont bien compris que mettre la main sur l'information et la réinformation leur permet de contrôler cette stratégie. Qui leur échappe jusque-là. Et c'est pour cette raison que Mme Van der Leyen a eu un discours à Davos la semaine dernière qui est très intéressant, qui dit qu'en fait, finalement, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la crise écologique, la fin dans le monde, ou même les conflits que certains États vivent, mais c'est la désinformation. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est l'information. Et d'ailleurs, c'est un terme qui... C'est l'information qu'ils ne maîtrisent pas. Exactement. C'est finalement l'information qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la meilleure des définitions. Parce qu'en commission, je l'ai vu dans pratiquement tous les dossiers, des dossiers qui n'avaient rien à voir avec le sujet, il y avait toujours cette notion de désinformation. Mais je leur dis, définissez-moi ce que c'est la désinformation. Et là, grand blanc. Et je l'avais vu dans un dossier particulier, c'était la publicité des partis politiques. Et en préambule, c'est très intéressant sur ce rapport. Donc, préambule, c'est pour expliquer pourquoi ils veulent légiférer sur la publicité des partis politiques. 2 mots-clés. Brexit, Trump. Et il disait que c'était suite à des désinformations qu'il y avait eu ces victoires et qu'il fallait donc, pour protéger la démocratie, mettre en place cette nouvelle réglementation pour contrôler la publicité des partis politiques. Et moi, je leur avais dit,
Mais en fait, le problème, c'est pas Brexit, le résultat de Donald Trump ou Brexit à l'époque, c'est que vous avez peur finalement de ce vote du peuple. Bien sûr. Et le meilleur moyen de voir et de se rendre compte de ce qu'est vraiment la démocratie, c'est d'aller dans la rue. Et c'est ce qu'ils, pour la plupart, ne font plus. Donc effectivement, c'est important de rappeler que pour 2024, pour la présidente de la Commission qui veut repostuler pour un second mandat, malgré toutes les casseroles, on a un peu parlé, parce que ces casseroles sont toujours présentes, dans le sens où il y a des affaires judiciaires qui viennent des États-Unis, il y en a aussi en Belgique. Il y en avait en Allemagne. En Allemagne, il y a en Roumanie, il y a le procureur européen qui a ouvert une enquête, on ne sait pas où elle en est, mais en tout cas, elle dit qu'elle a ouvert une enquête. Donc il y a quand même des casseroles qui sont derrière elle et qui sont en cours, en tout cas, et on ne connaît pas encore l'issue. Et ça n'empêche pas de vouloir postuler pour un second mandat. Donc ils font fi, effectivement, pour eux, ce n'est pas un problème, mais on le savait déjà, puisque, pour rappel, Mme von der Leyen avait été exfiltrée du gouvernement allemand parce qu'elle avait eu des casseroles avec toujours le même problème quand elle était ministre de la Défense, de SMS avec les cabinets McKinsey à l'époque. Donc oui... c'est ce problème de désinformation que eux estiment être un problème crucial pour 2024 va aussi être pour nous un élément important, parce qu'on va bien le voir, des attaques en règle vont suivre en nous attaquant comme voilà avec des mots qui pour faire peur aux gens, mais je pense que les gens ne sont plus dupes. On le voit au fur et à mesure de mes travaux, des soutiens que j'ai nouveaux. Ce travail que nous faisons, il est comment dire, il est nécessaire et salué. Quand on a vu les dossiers que nous avons évoqués aujourd'hui, et tout particulièrement le dossier Covid-19, vous qui on arrive en fin de mandature, on va y revenir, est-ce que vous avez subi des pressions ? Est-ce que des pressions politiques, peut-être même d'un autre genre ? On sait que vous vous êtes attaqué quand même à des mastodontes en termes de finances. C'était pas un dossier facile. Je savais pas comment l'aborder sans avoir tout de suite l'étiquette complotiste. Donc je me suis dit, c'est pas compliqué. Je vais attaquer par les contrats et les effets secondaires. C'est du concret, c'est sourcé. Je vais rester dans ce cadre-là. Le vaccin, tout ce qui tourne autour de la dose, entre guillemets, du contenu de la dose, je vais le laisser à des experts. C'est pour ça que j'ai fait venir beaucoup d'experts pour pouvoir parler de ce sujet, parce que moi aussi, je découvrais effectivement ce nouveau vaccin. Et ce qui m'a permis de travailler pendant 2 ans et demi assez sereinement sur le sujet, c'est que j'ai eu le soutien de mon parti. Et ça, c'est important. Je pense que je suis une des seules dans de petits groupes de députés qui ont travaillé sur ce dossier au Parlement européen. Je pense qu'ils n'avaient pas le soutien de leur parti. Oui, on pense à la pauvre Michèle Rivasi, qui n'était pas tellement soutenue par les Verts. Effectivement, la pauvre, je pense beaucoup à elle, parce que ça a été dur pour elle, parce qu'en plus, c'était un gros poids lourd des écologistes. Et puis d'autres de la même façon. Donc moi j'ai eu le soutien, donc j'ai eu cette liberté, ce qui m'a permis effectivement d'aller loin, d'être toujours dans les clous par rapport à ces 2 paramètres que je m'étais mis, contrat, effet secondaire, et pas dépasser ce cadre. Et je pense que les résultats sont plutôt positifs. On a obtenu des réponses. Alors après, en pression indirecte, je veux dire, quand j'étais dans cette commission Covid pendant 1 an et demi, c'est vrai que nos questions dérangeaient, on nous coupait la parole avant les autres. Quand on demandait des experts différents, on nous les refusait. Moi, on m'a demandé un week-end d'enlever des tweets, alors qu'il n'y avait rien. Moi, comme dit, je suis juriste, donc du coup, je fais attention de toujours respecter les règlements, parce que je sais on doit être irréprochable. Et donc, il n'y avait pas d'ambiguïté sur mon tweet. Par exemple, j'avais dit, notamment sur la levée des badges, j'avais dit que les macronistes avaient voté contre. Et là, on m'a dit, mais non, ça, c'était une réunion à huis clos. Je fais, non, c'est pas une réunion à huis clos. Pour le coup, celle-ci n'était pas interdite dans les règlements. En tout cas, en termes de communication. Et donc, je l'ai laissé. Et donc, voilà, c'est des pressions comme ça. Après, j'ai quand même, je dois être honnête, beaucoup de soutien. Il y a une vague de soutien après mes premières interventions sur le sujet, parce qu'il y avait, et je pense pour beaucoup, ils n'avaient pas de référent au niveau européen. Très peu. Et ils avaient à un moment donné, ils avaient besoin d'entendre autre chose, ils avaient besoin de comprendre. Et pour moi, j'aime beaucoup, moi pour référence, j'ai Socrate, dans le sens, la seule chose que je ne sais pas, c'est je ne connais rien en fait. Et donc je parle sur ce postulat.
Et donc, pour pouvoir avancer, il faut aller chercher les infos pour prendre les meilleures décisions. Surtout quand ça concerne notre santé, quand en tant que parent, on doit prendre une décision pour nos enfants. Et c'était important pour moi de leur donner tout ce qu'on pouvait leur donner pour pour faire le meilleur choix. Et donc effectivement beaucoup de soutien et finalement même cette ouverture du Parlement à des personnalités que j'aurais jamais cru un jour pouvoir rencontrer. Je rappelle Alexandra Rion-Code, professeur Perron, David Martin et des États-Unis. McLeod, enfin donc du coup c'est vrai que ça a permis de faire venir des gens qu'on ne connaissait pas et d'échanger, dialoguer. C'était pour moi sur ce sujet le plus important. Et alors c'est une expérience à renouveler. Vous serez candidate aux élections européennes de juin prochain, Virginie Joron. Vous serez sur la liste du Rassemblement national. Alors moi j'ai candidaté. Après on verra comment le parti va envisager cette candidature. Bon. Moi en tout cas, vous êtes partante en tout cas. J'ai toujours cette même énergie. Après, j'ai eu cette chance d'avoir ce mandat. J'essaie d'en faire l'utiliser au mieux. Et je ferai la même chose si de nouveau j'avais la confiance de Jordan pour sa liste. Merci beaucoup Virginie Joron d'être venue jusque TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est très important. Pensez à laisser vos commentaires juste en bas de cette vidéo. Pensez à la partager, à vérifier que vous êtes toujours abonné aussi, puisque YouTube aime bien vous désabonner comme ça pour voir si vous suivez bien. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement et ça vous prend une petite seconde. Allez, à bientôt. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien en attendant.